Dans un couloir d'hôpital glacial, un destin bascule en un instant, révélant une histoire qui bouleversera toutes les attentes. Le temps semblait s'être arrêté dans ce couloir stérile, alors que Pierre Dubois s'effondrait contre le mur, son monde s'écroulant autour de lui. La naissance qui aurait dû apporter de la joie avait au contraire livré un cauchemar. À travers ses larmes, il pouvait encore voir le visage du médecin, entendre ses mots dévastateurs sur la paralysie de son nouveau-né et ressentir le poids de l'accusation silencieuse de sa femme. Il ne savait pas encore qu'exactement un an plus tard, il lutterait contre le temps pour sauver un héros improbable, un petit terrier nommé Léo, dont l'existence transformerait non seulement la vie de son fils, mais révélerait aussi un réseau de corruption qui avait détruit d'innombrables familles. Bonjour à tous. Avant de plonger dans cette histoire émouvante, prenez un instant pour nous dire d'où vous nous lisez dans les commentaires. Dans les banlieues cossues de Boston, Pierre et Claire Dubois semblaient tout avoir. Il était un chirurgien pédiatrique respecté à l'hôpital général du Massachusetts, tandis qu'elle avait bâti un cabinet privé florissant en tant que psychologue pour enfants. Leur histoire d'amour avait commencé 10 ans plus tôt à l'école de médecine, où la détermination discrète de Pierre équilibrissait parfaitement la personnalité vibrante de Claire. Après leur mariage intime dans un vignoble des Berkshire, ils avaient passé 5 ans à construire leur carrière et à rénover leur maison de style colonial, créant le nid parfait pour leur future famille. Leurs amis remarquaient souvent combien ils se complétaient. L'approche méthodique de Pierre face à la vie s'accordait avec l'esprit spontané de Claire. Chaque dimanche, ils faisaient du bénévolat à l'hôpital pour enfants locaux, où leur passion commune pour aider les autres s'épanouissait. Claire avait une manière de se connecter avec les enfants troublés qui laissait même les professionnels aguerris en admiration, tandis que la douceur de Pierre, au chevet des patients, lui valait le surnom de « l'enchanteur d'enfants » parmi le personnel hospitalier. Quand Claire annonça sa grossesse lors du dîner de Noël, entourée des 2 familles, cela sembla être la dernière pièce de leur vie parfaite qui se mettait en place. Les mois suivants furent remplis de préparatifs enthousiastes, transformer leur bureau à domicile en une chambre d'enfants sur le thème du safari, assister ensemble à des cours pour parents et planifier la réduction progressive des heures de pratique de Claire pour se concentrer sur la maternité. Leurs soirées étaient consacrées à lire des livres sur l'éducation des enfants, à discuter de prénoms et à rêver de l'avenir de leur enfant. Pierre trouvait souvent Claire dans la chambre d'enfants, fredonnant des berceuses tout en organisant de minuscules vêtements ou en réarrangeant des animaux en peluche. Ils élaborèrent des plans de naissance détaillés, visitèrent plusieurs hôpitaux et choisirent avec soin la meilleure équipe médicale que l'argent pouvait offrir. La grossesse de Claire progressa sans accroc, chaque visite confirmant que leur petit garçon se développait parfaitement. Les Dubois devinrent le sujet de conversation de leur cercle social, organisant des baby showers élégants et documentant chaque instant de leur chemin vers la parentalité. Leur revenu combiné substantiel leur permit de ne lésiner sur aucune dépense pour préparer l'arrivée de leur fils. Ils engagèrent la doula la plus recherchée de la ville, investirent dans du matériel pour bébés haut de gamme et commencèrent même un fonds pour les études universitaires avant la naissance de leur enfant. Mais sous la surface polie de leur vie apparemment parfaite, des fissures subtiles commençaient à apparaître. Le perfectionnisme de Claire se manifesta par une anxiété croissante à propos de l'accouchement, tandis que Pierre se plongea dans la recherche de chaque complication possible qui pourrait survenir pendant l'accouchement. Aucun des deux n'aurait pu prédire comment leur vie minutieusement planifiée allait être bouleversée, ni comment leurs prestigieux antécédents médicaux rendraient la tragédie à venir encore plus amère à avaler. Leur dernier moment insouciant eut lieu lors d'une promenade au coucher du soleil, le long de la rivière Charles, quelques jours seulement avant la date prévue de l'accouchement de Claire, alors qu'ils discutaient de leurs espoirs pour l'avenir de leur fils. Peut-être l'école de médecine de Harvard, comme ses parents. Ils restaient béatement ignorants du fait que leur monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. L'univers, semblait-il, avait d'autres plans pour la famille Dubois, des plans qui mettraient à l'épreuve non seulement leur amour, mais aussi leur compréhension même de ce qui compte vraiment dans la vie,
La naissance qui changea tout commença lors d'une nuit orageuse de juin. Malgré leur expertise médicale, ni Pierre ni Claire n'étaient préparés au cauchemar qui se déroula dans la salle d'accouchement 7 de l'hôpital mémorial de Boston. Le silence qui suivit la naissance de leur fils Théo fut assourdissant, brisé seulement par les chuchotements urgents du personnel médical et le bip régulier des moniteurs. Le diagnostic tomba comme un coup de marteau. En raison de complications pendant l'accouchement, Théo était paralysé de la taille aux pieds. Ce qui rendait la situation encore plus dévastatrice était la découverte que le médecin responsable, Dr Jacques Moreau, avait ignoré des signes avant-coureurs évidents pendant le travail. Les dossiers médicaux disparurent mystérieusement, et des murmures de dissimulation commencèrent à circuler dans les couloirs de l'hôpital. Quand Pierre, poussé par un soupçon professionnel, commença à enquêter, il découvrit un schéma de cas similaires, tous mystérieusement réglés à l'amiable, avec des familles liées par des accords de confidentialité stricts. L'impact financier frappa rapidement, et sans pitié. Le rassureur, invoquant des clauses obscures de la police, refusa de couvrir les soins spécialisés de Théo. Les factures médicales croissantes les forcèrent à vider leurs économies, et la bataille juridique contre l'équipe d'avocats redoutables de l'hôpital semblait insurmontable. Leur vie autrefois confortable commença à s'effondrer sous le poids des consultations thérapeutiques sans fin et des dettes croissantes. La descente de Claire dans la dépression post-partum fut accélérée par ses connaissances médicales. Elle comprenait, bien trop douloureusement, chaque implication de l'état de Théo. Sa formation professionnelle, au lieu de l'autonomiser, devint une malédiction alors qu'elle pouvait envisager chaque défi que leur fils affronterait. La chambre d'enfant immaculée, avec ses joyeux animaux de safari, semblait maintenant se moquer de leurs rêves brisés. Les réactions de leur famille élargie ne firent qu'approfondir la blessure. Les parents de Claire, eux-mêmes médecins respectés, suggérèrent qu'ils envisagent des options institutionnelles pour Théo. La famille de Pierre, bien que plus compatissante, commença à prendre ses distances, mal à l'aise face à la réalité d'un petit-fils handicapé. Le couple se retrouva de plus en plus isolé dans leur lutte. Le point de rupture survint lorsqu'ils découvrirent que Dr Moreau avait un historique de cas similaires, tous soigneusement dissimulés par l'administration de l'hôpital. Le système auquel ils avaient consacré leur vie les avait trahis. D'autres familles touchées par des malversations similaires les contactèrent en privé, partageant des histoires de pots de vin, de menaces et de vies ruinées. L'hôpital mémorial de Boston, prestigieux en apparence, avait, apprirent-ils, un sombre revers de corruption s'étendant jusqu'au plus haut niveau de l'administration. Les tentatives de Pierre pour obtenir le soutien de ses collègues se heurtèrent à des portes fermées et des regards détournés. Sa carrière, autrefois prometteuse, commença à en souffrir, alors qu'il était progressivement poussé aux marges de la vie hospitalière. Claire, quant à elle, vit son cabinet florissant décliner, alors que les rumeurs sur leur situation familiale troublée se répandaient. La vie parfaite qu'ils avaient reconstruite s'effilochait fil par fil, les laissant affronter un avenir incertain avec leur fils handicapé. Alors que Théo approchait de son premier anniversaire, la tension avait transformé leur maison autrefois aimante en un champ de bataille de reproches, de regrets et de ressentiments tus. Le poids de leurs connaissances médicales, autrefois source de fierté, ne servait plus qu'à souligner l'ampleur des défis de leur fils. Ils avaient dit besoin d'un miracle, bien que ni l'un ni l'autre n'osât l'admettre. Pas le genre enseigné à l'école de médecine, mais quelque chose de totalement différent. Le départ de Claire survint sans avertissement, par un froid matin d'automne. La note qu'elle laissa était clinique, détachée, tout comme elle l'était devenue dans les mois suivant la naissance de Théo. « Je ne peux pas être la mère dont il a besoin », écrivit-elle, son écriture élégante trahissant un léger tremblement. « Chaque fois que je le regarde, je vois mon échec en tant que mère, en tant que médecin, en tant qu'épouse. » Sa bague de mariage reposait à côté de la note, un cercle froid d'or sur le comptoir en granit. Les signes avaient été là depuis des mois, ces nuits de plus en plus fréquentes au bureau, les livres sur l'éducation des enfants non ouverts, accumulant la poussière,
son tressaillement chaque fois que Théo pleurait. La dépression postpartum avait évolué en quelque chose de plus sombre, de plus insidieux. Les mots de sa propre mère résonnaient dans son esprit. Une Dubois n'élève pas un enfant handicapé. Pense à ta réputation dans la communauté médicale. La routine matinale pour s'occuper de Théo devint un champ de bataille de vide. La maison, autrefois remplie des rires et de l'énergie de Claire, ressemblait à un tombeau. Ses vêtements pendaient encore dans le placard, son parfum persistait dans leur salle de bain, mais l'espace qu'elle avait occupé dans leur vie béait comme une plaie ouverte. Pierre se surprit à parler à son absence, expliquant aux pièces vides pourquoi la condition de leur fils n'était pas sa faute. La réaction de la communauté fut rapide et impitoyable. Des murmures suivaient Pierre au supermarché, à l'église, au rendez-vous thérapeutique de Théo. « As-tu entendu ? Claire Dubois a abandonné son bébé paralysé. » Leurs anciens amis, pour la plupart des professionnels de la santé, choisirent leur camp. La plupart se rangèrent du côté de la famille de Claire, qui déclara publiquement qu'aucun Dubois n'avait jamais affronté une telle disgrâce. Les quelques-uns qui soutinrent initialement Pierre s'éloignèrent peu à peu, mal à l'aise, face à la complexité de sa situation. Ses parents lancèrent une campagne subtile d'assassinat de caractère, suggérant que l'obsession de Pierre à exposer la corruption hospitalière avait poussé leur fille à partir. Ils bloquèrent ses tentatives pour contacter Claire tout en déposant simultanément une demande pour les droits des grands-parents, une démarche qui menaçait d'épuiser ses ressources financières déjà limitées. La trahison coupa profondément, surtout quand il découvrit qu'ils avaient aidé Claire à obtenir un poste prestigieux dans une clinique privée en Suisse. Après son départ, Pierre découvrit l'ampleur de leur ruine financière. Claire avait retiré sa part de leur compte commun, les laissant au bord de la faillite. Les paiements hypothécaires pesaient lourd, les factures médicales de Théo s'accumulaient, et les frais juridiques de leur affaire contre l'hôpital menaçaient d'engloutir le peu qui restait. Le monde qui semblait autrefois si sûr était maintenant en équilibre sur le fil du rasoir. Le coup final vint sous la forme d'une lettre officielle de l'avocat de Claire, demandant le divorce et une absolution complète de toute responsabilité pour les soins de Théo. Le document juridique était rempli d'implications cruelles, selon lesquelles la fixation de Pierre sur la condition de leur fils avait créé une situation domestique intenable. Les mots se brouillèrent devant ses yeux, alors qu'il réalisait que la femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, était maintenant juste un adversaire de plus dans sa liste croissante de batailles. Le monde de Pierre continua de s'effondrer lorsque l'hôpital mémorial de Boston mit fin à son poste, invoquant des différences professionnelles, une référence à peine voilée à son enquête en cours sur les malversations du docteur Moreau. La résiliation s'accompagnait d'un accord de non-divulgation complet et d'un modeste package de départ qui couvrait à peine 2 mois de thérapie pour Théo. Ses collègues, autrefois des visages amicaux dans les couloirs de l'hôpital, évitaient maintenant le contact visuel lors de rencontres fortuites en ville. La recherche d'emploi s'avéra futile. Des appels téléphoniques mystérieux semblaient précéder chaque entretien, laissant Pierre face à des refus polis des hôpitaux à travers la Nouvelle-Angleterre. Sa réputation, autrefois irréprochable, avait été discrètement ternie par des murmures et des insinuations. La communauté médicale, découvrit-il, fermait rapidement les rangs contre les menaces perçues à sa réputation. Même ses articles de recherche, autrefois célébrés, étaient maintenant remis en question dans des revues professionnelles. C'est lors d'un de ces moments les plus sombres, assis seul dans la chambre de Théo, regardant son fils lutter pour atteindre un jouet, que l'idée d'adopter un chien traversa son esprit pour la première fois. Il avait lu des articles sur la thérapie animale, vu des vidéos de chiens d'assistance transformant des vies. Ce soir-là, après avoir bordé Théo, Pierre passa des heures à rechercher des animaux de compagnie, s'accrochant à ce nouvel espoir comme un noyé à une bouée de sauvetage. Le refuge local pour animaux fut son dernier arrêt un jeudi après-midi, après un autre entretien d'embauche raté. L'endroit sentait le désinfectant et le poil de chien mouillé, mais quelque chose l'attira à l'intérieur. Dans le dernier chenil, un petit terrier anglais jouait, était assis tranquillement, la tête inclinée, le regardant avec des yeux intelligents.
L'employé du refuge mentionna que le chien avait été sauvé d'un foyer abusif, mais montrait une douceur remarquable malgré son passé traumatique. Quand Léo, comme on appelait le chien, fut présenté à Théo, quelque chose de magique se produisit. Les yeux du garçon s'illuminèrent d'une intensité que Pierre n'avait pas vue depuis le départ de Claire. Léo s'approcha prudemment, comme s'il comprenait la délicatesse de la situation, et donna un léger coup de museau à la main de Théo. Pour la première fois en des mois, Pierre entendit son fils rire, un son qu'il craignait d'avoir perdu à jamais. Cependant, la joie de leur nouveau membre de la famille fut rapidement tempérée par les réactions du voisinage. Catherine Lebrun, l'influente présidente de leur association de propriétaires, commença à faire circuler une pétition sur les animaux dangereux dans leur communauté. Des plaintes anonymes furent déposées concernant les aboiements de Léo, bien que le chien soit notoirement silencieux. Pierre se retrouva à mener une autre bataille, cette fois contre des préjugés déguisés en soucis pour la sécurité de la communauté. Le dernier coup vint lorsqu'il reçut un avis indiquant que sa demande d'assurance invalidité pour Théo était en révision, avec des implications selon lesquelles l'adoption d'un chien indiquait une amélioration de l'état de son fils, qui pourrait justifier une réduction des prestations. Le monde semblait déterminé à arracher chaque parcelle de bonheur qu'il parvenait à trouver. Pourtant, en regardant Théo avec Léo, voyant leur lien se renforcer chaque jour, Pierre savait qu'il combattrait toutes les batailles nécessaires pour garder ce petit rayon d'espoir dans leur vie. Pierre a montré une force incroyable en tant que père célibataire, luttant contre vent et marée pour l'avenir de son fils. Malheureusement, il n'a pas reçu la reconnaissance qu'il mérite. Partagez vos impressions en commentaire. Parfois, les héros portent des blouses, pas des capes. La transformation commença subtilement, comme les premiers rayons de soleil après une longue tempête. La présence de Léo dans leur maison apporta une énergie qui manquait depuis le départ de Claire. Au début, ce n'était que de petits moments, les doigts de Théo cherchant le pelage de Léo, ses yeux suivant les mouvements du chien dans la pièce. Le terrier semblait posséder une compréhension innée de son rôle, jamais trop exubérant, toujours doux dans ses interactions avec Théo. Pendant les séances de thérapie physique, Léo se positionnait à côté de Théo, offrant un encouragement silencieux. Le thérapeute remarqua que Théo se poussait plus fort quand Léo était présent, sa détermination à tendre la main et toucher le chien fournissant une motivation qu'aucun encouragement professionnel ne pouvait égaler. De petites victoires commencèrent à s'accumuler. Une réponse musculaire plus forte, une force centrale améliorée et, plus important encore, une étincelle de joie revenant dans les yeux de Théo. Les nouvelles des progrès de Théo commencèrent à se répandre dans la communauté médicale. Dr Élise Fournier, une neurologue pédiatrique pionnière, s'intéressa particulièrement à leur cas. Elle documenta les améliorations subtiles mais significatives dans l'état de Théo, notant comment la présence de Léo semblait stimuler les voies neurales d'une manière que la thérapie traditionnelle n'avait pas réussi à faire. Ces premières conclusions attirèrent l'attention de plusieurs institutions de recherche. Cependant, tout le monde n'accueillit pas cette approche thérapeutique non conventionnelle favorablement. Plusieurs médecins éminents, y compris le père de Claire, Dr Richard Lefebvre, rejetèrent publiquement les améliorations comme une simple coïncidence ou un vœu pieux. Ils soutinrent que laisser l'espoir se construire autour de méthodes non prouvées était cruel et non professionnel. Certains suggérèrent même que l'attachement émotionnel de Pierre à son fils obscurcissait son jugement médical. Les médias locaux se saisirent de l'histoire, mais leur couverture initiale était au mieux sceptique. Un père désespéré mise sur la thérapie par les animaux, titra un article particulièrement condescendant. Catherine Lebrun, toujours une épine dans leurs pieds, commença à organiser des réunions de quartier sur les dangers de mélanger les animaux avec le traitement médical. Elle invoquait fréquemment sa position de membre du conseil scolaire pour donner du poids à ses préoccupations. Pourtant, au milieu des critiques et des doutes, quelque chose de remarquable se passait dans leur maison. Théo commença à montrer des signes d'une conscience corporelle et d'un contrôle accru. Son physiothérapeute nota une amélioration du tonus musculaire et de la réactivité.
Plus significativement, son bien-être émotionnel s'épanouit. L'enfant déprimé et renfermé fut progressivement remplacé par un garçon qui souriait, riait et s'engageait avec le monde autour de lui. Pierre documenta méticuleusement chaque amélioration, chaque étape, aussi petite soit-elle. Il enregistra des vidéos des séances de thérapie de Théo avec Léo, notant la durée croissante de leurs interactions et les améliorations subtiles dans la mobilité de son fils. Ces enregistrements deviendraient plus tard des preuves cruciales dans leur bataille continue avec l'establishment médical, bien que Pierre ne le sût pas à ce moment-là. Le soutien commença à émerger de sources inattendues. D'autres parents d'enfants handicapés commencèrent à les contacter, partageant des histoires similaires de succès avec la thérapie assistée par les animaux. Une petite communauté, mais grandissante, se forme autour de leur expérience, bien qu'ils dussent se réunir discrètement, loin des regards critiques de l'establishment médical. Dans ces rassemblements, l'espoir commença à prendre racine. Pas seulement pour Théo, mais pour de nombreuses familles qui avaient été invitées à accepter les limitations comme permanentes. La première percée indéniable survint lors d'une séance de thérapie physique de routine, 3 mois après que Léo eut rejoint leur famille. Théo, tendant la main vers son compagnon à fourrure, réussit à se retourner seul, un mouvement qui avait été jusque-là impossible. La thérapeute, Madame Rebecca Thomas, documenta immédiatement cette étape, sa main tremblant d'excitation alors qu'elle filmait le moment sur son téléphone. Ce succès attira l'attention de docteur Michel Arnaud, un chercheur respecté en réhabilitation pédiatrique à l'école de médecine de Harvard. Initialement sceptique, Dr Arnaud commença à observer les séances de Théo, notant méticuleusement comment la présence de Léo semblait activer des voies neurales jusque-là considérées comme dormantes. Son implication donna de la crédibilité à ce qui se passait, bien que cela attira aussi une attention non désirée de ses collègues plus conservateurs. La communauté médicale se divisa en 2 camps. Les praticiens progressistes voyaient un potentiel dans cette approche non conventionnelle, tandis que les traditionalistes, menés par le père de Claire, la rejetaient comme un sentimentalisme dangereux. Le débat s'intensifia lorsque Dr Arnaud présenta ses conclusions préliminaires lors d'une conférence médicale, provoquant un tollé parmi les anciens qui considéraient la thérapie animale comme indigne d'une considération médicale sérieuse. Les progrès de Théo continuèrent à défier les attentes. Sa force centrale s'améliora considérablement et il commença à montrer des signes de sensation dans des zones auparavant insensibles. Lors d'une séance mémorable, alors qu'il jouait avec Léo, Théo cria soudain. Il avait senti la queue du chien effleurer sa jambe. Ce moment fut capturé en vidéo, devenant un puissant témoignage des possibilités qu'il découvrait. L'hôpital pour enfants local, initialement hésitant, lança un programme pilote intégrant des chiens de thérapie dans leur unité de réhabilitation. D'autres familles signalèrent des percées similaires, bien qu'aucune ne fût aussi spectaculaire que celle de Théo. Les histoires de succès attirèrent l'attention des médias nationaux, suscitant un intérêt accru pour la thérapie assistée par les animaux pour les patients paralysés. Cependant, ces progrès s'accompagnèrent de nouveaux défis. Les compagnies d'assurance rechignaient à couvrir les traitements expérimentaux, forçant Pierre à mener d'interminables batailles pour la couverture. L'administration de l'hôpital, toujours nerveuse à propos de leur affaire juridique en cours, tenta de se distancer de l'histoire de Théo, même alors que leur propre programme de chiens de thérapie gagnait en reconnaissance. Les nouvelles des améliorations de Théo parvinrent à Claire en Suisse. Ces courriels soigneusement rédigés à leur avocat montrèrent soudain un intérêt pour une réconciliation, bien que cela coïncida notablement avec la montée en prominence de Dr Arnaud dans le domaine. Pierre se retrouva déchiré entre l'espoir d'une réunion de sa famille et une amère conscience de la commodité du timing. Le tournant survint lors d'une séance de thérapie filmée où Théo, encouragé par Léo, réussit à maintenir une position assise sans aide pendant plusieurs minutes. La vidéo devint virale, attirant l'attention des grands journaux médicaux et des centres de réhabilitation du monde entier. Soudain, le petit miracle qui se déroulait dans leur maison devint partie intégrante d'une conversation plus large
sur les possibilités des approches thérapeutiques alternatives dans le traitement de la paralysie. Cette visibilité apporta à la fois des opportunités et des risques. Bien qu'elle valida leur approche et ouvrit des portes pour d'autres familles, elle les rendit aussi des cibles pour ceux investis dans le maintien du statu quo. Pierre savait qu'ils approchèrent d'un carrefour. Un qui soit validerait leur parcours, soit les exposerait à des forces désireuses de discréditer leur succès. Ce qu'il ne pouvait savoir, c'était à quel point ce défi arriverait bientôt, ni de quelle proximité il viendrait. La révélation de la corruption hospitalière commença à se dévoiler lorsque Pierre reçut une enveloppe anonyme. À l'intérieur se trouvaient des documents détaillant un schéma de dissimulation de malversation à l'hôpital Mémorial, avec le nom du docteur Moreau apparaissant à plusieurs reprises. Les preuves suggéraient un réseau complexe de pots de vin, de dossiers falsifiés et de familles menacées, tout orchestré par l'administration senior de l'hôpital. Une enquête plus approfondie révéla que le cas de Théo n'était pas unique. Des dizaines de familles avaient affronté des situations similaires, les blessures de leurs enfants systématiquement minimisées ou mal diagnostiquées. L'équipe juridique de l'hôpital avait perfectionné une stratégie de règlement rapide, couplée à des accords de confidentialité stricts, réduisant efficacement les victimes au silence, tout en préservant la réputation de l'institution. L'implication du docteur Moreau s'avéra particulièrement accablante. Les relevés bancaires montraient des dépôts suspects, coïncidant avec les cas réglés, tandis que des mémos internes détaillaient son rôle dans la formation des nouveaux résidents à gérer les accouchements compliqués. La corruption s'étendait au-delà d'un seul médecin. Elle était institutionnelle, atteignant le conseil d'administration de l'hôpital lui-même. Davantage de familles commencèrent à se manifester, encouragées par l'histoire de Théo. Un groupe de soutien se forma, se réunissant secrètement au début dans des sous-sols d'églises et des centres communautaires. Leurs histoires partageaient des fils communs, des naissances traumatiques, des dossiers manquants, des règlements sous pression. Beaucoup avaient été informés que les conditions de leurs enfants étaient incurables, rendant les progrès de Théo avec Léo encore plus significatifs. L'intérêt des médias s'intensifia lorsque Jeanne Martin, une ancienne administratrice de l'hôpital, brisa son silence. Elle fournit des preuves d'altération systématique des dossiers et détailla comment l'hôpital privilégiait sa réputation au détriment des soins aux patients. Son témoignage corrobora les documents anonymes, ajoutant une crédibilité cruciale au scandale naissant. Les stations de nouvelles locales commencèrent à diffuser des reportages d'investigation, se concentrant sur le coût humain des pratiques de l'hôpital. Chaque histoire amenait plus de victimes à se manifester, créant une vague d'indignation publique. Les tentatives de l'hôpital pour rejeter les allégations comme des incidents isolés s'effondrèrent face à l'accumulation des preuves. Les recherches de Dr Arnaud gagnèrent une nouvelle signification dans ce contexte. Sa documentation des progrès de Théo avec Léo ne concernait plus seulement la thérapie alternative. Elle représentait un espoir pour les familles à qui on avait dit d'accepter les limitations de leurs enfants. Le contraste entre la négligence de l'hôpital et l'efficacité simple de la thérapie animale devint un récit puissant. L'histoire prit une tournure inattendue lorsque des dossiers financiers révélèrent des liens entre les membres du conseil de l'hôpital et certaines compagnies d'assurance. Ces relations expliquaient pourquoi les demandes de nombreuses familles avaient été refusées ou sous-financées. La corruption ne se limitait pas à la faute professionnelle médicale. C'était un réseau sophistiqué conçu pour maximiser les profits au détriment des soins aux patients. Plusieurs employés de l'hôpital, protégés par les lois sur les lanceurs d'alerte, se manifestèrent avec des preuves supplémentaires. Ils décrivirent une culture de peur et d'intimidation, où remettre en question les procédures ou soulever des préoccupations menait à des représailles professionnelles. Leurs témoignages dressèrent un tableau de corruption systémique qui persistait depuis des années. À mesure que le scandale grandissait, Pierre se retrouva au centre d'un mouvement. D'autres professionnels de la santé, longtemps réduits au silence par la peur des représailles, commencèrent à dénoncer des pratiques similaires dans leurs institutions. Ce qui avait commencé comme le combat d'un père pour son fils
devenait un catalyseur pour une réforme plus large des soins de santé. Aimez cette histoire si elle vous touche. Les progrès de Théo continuèrent à défier les attentes médicales. Travaillant avec Léo quotidiennement, il développa un contrôle de plus en plus précis sur les mouvements de son haut du corps. Le lien entre le garçon et le chien se renforça, leurs interactions devenant plus complexes et intentionnelles. Léo semblait comprendre instinctivement quand défier Théo et quand lui offrir du soutien, affichant une intelligence émotionnelle qui étonnait même les comportementalistes animaliers expérimentés. Pendant les séances de thérapie, Théo commença à montrer des signes de sensation accrue dans ses membres inférieurs. Ces moments, soigneusement documentés par Dr. Arnaud, suggérait que les voies neurales pourraient se régénérer ou trouver de nouvelles voies. Les implications médicales étaient suffisamment significatives pour attirer l'attention des spécialistes en réhabilitation du monde entier. Le travail de plaidoyer de Pierre s'étendit au-delà de son focus initial sur la corruption hospitalière. Il commença à parler lors de conférences médicales, partageant l'histoire de Théo et l'impact transformateur de la thérapie animale. Ses antécédents médicaux prêtèrent crédibilité à ses présentations, tandis que son expérience personnelle ajoutait une profondeur émotionnelle qui résonnait avec les professionnels de la santé et les familles. Le soutien communautaire grandit organiquement. Les entreprises locales organisèrent des collectes de fonds pour les familles ayant besoin de chiens de thérapie. Une clinique vétérinaire voisine offrit des soins gratuits pour les animaux certifiés en thérapie. Le département des parcs de la ville commença même à modifier les aires de jeu pour les rendre plus accessibles aux enfants handicapés, inspiré par l'histoire de Théo. La transformation dans leur vie domestique fut tout aussi remarquable. La chambre de Théo, autrefois dominée par du matériel médical, comportait maintenant des zones de jeu interactives conçues autour de sa thérapie avec Léo. Pierre découvrit que les activités régulières, lorsqu'adaptées pour inclure Léo, devenaient des opportunités de développement physique. Quelque chose d'aussi simple que lancer une balle pour le chien devenait un exercice de force centrale et de coordination. D'autres familles commencèrent à visiter pour observer leurs techniques. Ce qui commença comme des rassemblements informels évolua en sessions structurées de partage, avec Pierre offrant des idées sur la combinaison de la thérapie traditionnelle avec l'assistance animale. Ces réunions devinrent une source d'espoir et de soutien pratique pour les parents confrontés à des défis similaires. L'équipe de recherche de Dr Arnaud documenta chaque aspect des progrès de Théo, créant une étude de cas complète, qui deviendrait plus tard fondatrice dans le domaine de la réhabilitation pédiatrique. Leurs conclusions remirent en question la sagesse conventionnelle sur les limites de récupération dans les cas de paralysie infantile précoce. L'hôpital pour enfants local lança un programme pilote basé sur le succès de Théo, intégrant des chiens de thérapie dans leur unité de réhabilitation. Les résultats initiaux furent de prometteurs, montrant un engagement accru des patients et une progression accélérée en thérapie physique. Le programme devint rapidement un modèle pour d'autres hôpitaux à travers le pays. Des groupes de soutien se formèrent dans les communautés voisines, créant un réseau de familles, partageant des ressources et des expériences. Ces groupes devinrent de puissants défenseurs pour la réforme des soins de santé et les droits des personnes handicapées, leur voix collective devenant plus forte à mesure que les histoires de succès se multipliaient. Tout au long de cette période de croissance et de changement, Pierre maintint des enregistrements méticuleux du parcours de Théo. Ces documents, combinant des observations médicales avec des notes personnelles sur leur vie quotidienne avec Léo, se révéleraient inestimables dans les défis à venir. Ce qu'il ne pouvait savoir, c'était à quel point ces enregistrements seraient bientôt nécessaires, ni combien ils deviendraient cruciaux pour défendre tout ce qu'ils avaient construit. Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous. La trahison frappa sans avertissement par un matin d'automne frais. Catherine Lebrun, leur voisine qui s'opposait depuis longtemps à la présence de Léo, déposa une plainte officielle auprès du contrôle des animaux, affirmant que le chien avait agressivement sauté sur son petit-fils. L'accusation était manifestement fausse. Léo n'avait jamais montré de tendances agressives, et les caméras de sécurité prouvaient qu'il était à l'intérieur avec Théo pendant l'incident présumé.
Cependant, les autorités locales, sous la pression des connexions de Catherine au conseil municipal, agirent avec une rapidité surprenante. Les agents de contrôle des animaux arrivèrent chez eux pendant une des séances de thérapie de Théo, leur présence plongeant le garçon dans une détresse émotionnelle. Les agents, bien que visiblement mal à l'aise avec leur tâche, avaient des ordres pour retirer Léo immédiatement, en attendant une enquête. La scène qui se déroula fut déchirante. Théo, incapable de comprendre pourquoi son meilleur ami lui était enlevé, devint hystérique. Pierre se retrouva déchiré entre consoler son fils bouleversé et essayer de raisonner avec les agents. Léo, sentant la tension, resta remarquablement calme, donnant à Théo un dernier coup de museau doux avant d'être emmené. L'impact sur Théo fut immédiat et sévère. En quelques jours, ses progrès physiques commencèrent à régresser. La joie qui était devenue une présence constante dans leur maison disparut, remplacée par un silence lourd, brisé seulement par les sanglots silencieux de Théo la nuit. Les séances de thérapie, autrefois remplies de détermination et de progrès, devinrent des exercices de frustration. Les nouvelles du retrait de Léo se répandirent rapidement dans leur réseau de soutien. D'autres familles, avec des chiens de thérapie, commencèrent à recevoir un examen similaire de leurs associations de propriétaires. Il devint clair que l'action de Catherine faisait partie d'une campagne plus large, soutenue par ceux qui s'opposaient à l'influence croissante des programmes de thérapie animale. Les médias locaux, initialement sympathiques à l'histoire de Théo, publièrent maintenant des titres sensationnalistes sur les dangers des animaux de thérapie non réglementés. Catherine Lebrun apparut aux nouvelles locales, se présentant comme une citoyenne préoccupée, protégeant les enfants du quartier. Sa performance était convaincante, jouant sur les peurs et les préjugés, tout en évitant soigneusement toute mention de son opposition de longue date au travail de plaidoyer de Pierre. L'enquête révéla que le petit-fils de Catherine n'avait même pas visité sa maison le jour en question. Cependant, le processus bureaucratique pour prouver l'innocence de Léo avançait douloureusement, lentement. Chaque jour de séparation prenait son tribut sur Théo, dont les progrès durement acquis commençaient à s'effacer. Le programme de chiens de thérapie à l'hôpital pour enfants fut suspendu en attendant un examen, affectant des dizaines d'autres enfants. Le timing semblait suspect pour ceux qui s'opposaient à l'exposition par Pierre de la corruption hospitalière. Avec Léo parti et Théo régressant, les critiques commencèrent à remettre en question la validité de tous leurs progrès documentés. Dr Arnaud vit son financement de recherche soudainement réexaminé, et plusieurs présentations prévues sur le cas de Théo furent mystérieusement annulées. Pierre découvrit que Catherine avait des connexions avec le conseil de l'hôpital par le cabinet d'avocats de son mari. Les pièces commencèrent à s'assembler. Ce n'était pas juste une dispute de voisinage. C'était une manœuvre calculée pour discréditer toute leur histoire. Mais comprendre le complot ne faisait rien pour alléger la crise immédiate. Léo restait en détention, et Théo continuait à décliner. Dans leurs moments les plus sombres, Pierre s'asseyait à côté du lit de Théo, tenant la main de son fils alors qu'il pleurait pour Léo. Les images des caméras de sécurité, prouvant leur innocence, restaient bloquées dans des formalités bureaucratiques, tandis que l'influence de Catherine semblait croître chaque jour. On aurait dit que tout ce qu'ils avaient construit était systématiquement détruit, et Pierre se retrouva face à un ennemi bien plus insidieux que la simple corruption, une malveillance organisée déguisée en préoccupation publique. Le combat pour sauver Léo mobilisa leur communauté d'une manière sans précédent. Une campagne sur les réseaux sociaux, Sauver Léo, devint virale du jour au lendemain, partageant des images des caméras de sécurité qui prouvaient les fausses allégations de Catherine. Les dresseurs de chiens locaux et les comportementalistes animaliers offrirent bénévolement des témoignages d'experts sur le tempérament doux et l'entraînement professionnel de Léo. L'histoire attira l'attention nationale, mettant en lumière la question plus large de la discrimination contre les animaux de thérapie. Un soutien juridique arriva de sources inattendues. Julie Armand, une avocate de renom pour les droits des animaux, prit leur affaire pro bono après avoir vu l'histoire de Théo sur les réseaux sociaux.
Son implication apporta des ressources cruciales et une attention médiatique, forçant les autorités locales à accélérer leur enquête. Le tribunal devint un lieu de rassemblement quotidien pour les partisans, beaucoup amenant leurs propres chiens de thérapie en solidarité. À travers cette tourmente, un visage familier réapparut. Claire, son retour aussi soudain que son départ, fut déclenché par la vue de la régression de Théo aux nouvelles nationales. Elle arriva au tribunal lors d'une audience cruciale, sa présence provoquant un émoi parmi les médias rassemblés. Son témoignage sur les progrès de Théo avec Léo, livré avec une autorité professionnelle et une angoisse maternelle, eut un poids particulier. Le retour de Claire apporta des émotions compliquées pour Pierre. Bien que son soutien fût précieux pour leur bataille juridique, sa réapparition soudaine après des mois de silence souleva des questions sur ses motifs. Elle semblait sincèrement bouleversée par la souffrance de Théo. Mais Pierre ne pouvait s'empêcher de remarquer comment son timing coïncidait avec la publicité croissante de l'affaire. La communauté médicale locale commença à prendre parti. Dr Arnaud et ses soutiens présentèrent une documentation extensive des progrès de Théo avec Léo, tandis que les administrateurs de l'hôpital, alignés avec Catherine, tentèrent de discréditer leurs conclusions. Le débat s'étendit au-delà de leur cas, devenant un référendum sur les méthodes de thérapie alternatives et les droits des patients. La pression publique monta, alors que davantage de preuves émergeaient. Les images des caméras de sécurité de plusieurs voisins confirmèrent la localisation de Léo pendant l'incident présumé. Les dossiers scolaires du petit-fils de Catherine prouvèrent qu'il était en classe quand elle prétendait qu'il avait été attaqué. Sa crédibilité s'effondra, alors que plus d'incohérences dans son histoire furent révélées. Le tournant survint lorsque plusieurs anciens membres du conseil de l'hôpital rompirent les rangs, révélant les connexions de Catherine avec l'équipe juridique de l'hôpital. Leur témoignage suggéra un effort coordonné pour discréditer le travail de plaidoyer de Pierre en ciblant Léo. Cette révélation transforma une dispute locale en un scandale qui impliquait les administrateurs de l'hôpital et les officiels municipaux. Le soutien se rallia de tout le pays. D'autres familles touchées par des malversations médicales partagèrent des histoires similaires d'intimidation et de représailles. Des groupes de défense organisèrent des manifestations devant l'hôpital et l'hôtel de ville. Le mouvement grandit au-delà du sauvetage de Léo, devenant un symbole de résistance contre la corruption institutionnelle. L'expertise médicale de Claire s'avéra inestimable pour naviguer dans les complexités juridiques. Elle travailla aux côtés de Dr Arnaud, fournissant une analyse détaillée des dossiers médicaux de Théo qui démontrait le rôle crucial de Léo dans sa réhabilitation. Sa réputation professionnelle, intacte malgré son absence, prêta une crédibilité supplémentaire à leur cause. À mesure que la pression montait et que les preuves s'accumulaient, le soutien de Catherine commença à s'effriter. D'anciens alliés prirent leur distance, peu désireux d'être associés à ces allégations de plus en plus discréditées. Le conseil de l'hôpital, confronté à un examen public, lança une enquête interne sur les connexions entre leur équipe juridique et les actions de Catherine. Soutenez cette cause avec un pouce bleu. Le point de rupture émotionnelle de Pierre survint de manière inattendue lors d'une visite de routine à l'hôpital. En poussant Théo dans un couloir, ils passèrent devant le bureau maintenant vide du programme de chiens de thérapie. Le murmure silencieux de Théo, « Léo me manque, papa », brisa la composure soigneusement maintenue de Pierre. Il s'effondra dans une chaise à proximité, les larmes coulant librement, pour la première fois depuis le retrait de Léo. La tension s'était accumulée silencieusement. Des nuits sans sommeil passées à examiner des documents juridiques, des réunions interminables avec des avocats, et la lutte constante pour maintenir l'espoir avaient pris leur tribut. Voir la régression de Théo était peut-être la torture la plus cruelle. Regarder son fils se replier sur lui-même, perdant la joie et les progrès qu'ils avaient si durement combattus pour obtenir. Les rapports médicaux confirmèrent leurs pires craintes. Le tonus musculaire de Théo s'était considérablement détérioré depuis le retrait de Léo. Les progrès qu'ils avaient documentés pendant des mois disparaissaient rapidement. Dr Arnaud, visitant après les heures pour éviter la politique hospitalière, nota des changements préoccupants dans l'état émotionnel et physique de Théo.
La présence de Claire, bien qu'utile professionnellement, ajouta une autre couche de complexité au fardeau émotionnel de Pierre. Ses tentatives pour renouer avec Théo furent accueillies avec indifférence. Le garçon semblait associer son retour à l'absence de Léo, créant une barrière qu'aucun des parents ne savait comment franchir. La tension financière atteignit des niveaux critiques. Les frais juridiques s'accumulaient, malgré le travail pro bono de Julie Armand, alors que les experts témoins au tribunal drainaient ce qui restait de leurs ressources. Pierre dut envisager de vendre leur maison, le dernier élément stable dans la vie de Théo. L'attention des médias locaux, initialement favorable, commença à s'estomper, alors que de nouvelles histoires prenaient le devant de la scène. Leur lutte devint une nouvelle d'hier, même alors que l'état de Théo continuait à se détériorer. L'isolement devint plus prononcé, alors que les soutiens de Beautemps passaient à d'autres causes. Le poids de la responsabilité écrasait l'esprit de Pierre. Chaque matin apportait le défi de maintenir un visage courageux pour Théo, tout en combattant des batailles sur de multiples fronts. La vue de l'équipement de thérapie vide de son fils et des jouets intacts de Léo devenait un rappel quotidien de leur perte. Lors d'une nuit particulièrement sombre, Pierre se retrouva assis à l'endroit préféré de Léo, près de la fenêtre. Le lit du chien était toujours là, intact depuis son retrait. Un jouet à moitié mâché dépassait de dessous, déclenchant des souvenirs de temps plus heureux. Le silence dans la maison semblait se moquer de leur ancienne joie. Les nuits de Théo étaient hantées par des cauchemars, appelant Léo dans son sommeil. Pierre se précipitait pour le réconforter, se sentant impuissant alors que son fils se rendormait en pleurant. Ces moments, plus que tous les autres, mettaient en lumière l'impact profond de leur perte et la cruauté de ceux qui l'avaient orchestré. Le sentiment d'impuissance prédominant était peut-être le plus difficile à supporter. Malgré sa formation médicale, le soutien juridique et le soutien communautaire, Pierre se sentait incapable de protéger son fils de ce nouveau traumatisme. Le système qu'il combattait semblait conçu pour les user, pour briser leur esprit par des retards et de la bureaucratie jusqu'à ce qu'ils abandonnent simplement. Le cirque médiatique s'intensifia alors que les réseaux nationaux reprirent l'histoire. Des reporters campèrent devant leur maison, transformant leur douleur privée en divertissement public. Chaque aspect de leur vie devint matière à discussion. La carrière de Pierre, l'abandon de Claire, l'historique médical de Théo. Le scrutin constant ajouta une autre couche de stress à leur situation déjà fragile. Les administrateurs de l'hôpital lancèrent une campagne de relations publiques coordonnée, tentant de se distancer de Catherine, tout en remettant en question la validité de la thérapie animale. Ils publièrent des statistiques soigneusement sélectionnées, suggérant que les traitements traditionnels donnaient de meilleurs résultats, omettant commodément les données du cas de Théo. Mais la communauté se retrouva divisée. Alors que beaucoup soutenaient Pierre et Théo, d'autres, influencés par la campagne de relations publiques de l'hôpital et les connexions de Catherine, commencèrent à se demander s'ils avaient été trop prompts à adopter des traitements non prouvés. Les professionnels médicaux locaux, craignant des répercussions sur leur carrière, commencèrent à retirer leur soutien. L'influence de Catherine Lebrun dans la communauté s'avéra plus profonde qu'on ne le soupçonnait initialement. Par sa position au conseil scolaire, elle commença à suggérer que les chiens de thérapie représentaient un risque pour les élèves, menant à des discussions sur leur interdiction des propriétés scolaires. Cette démarche menaçait d'affecter d'autres familles dépendant des animaux d'assistance. Les réseaux sociaux devinrent toxiques, alors que les camps opposés s'affrontaient. Les partisans de la médecine traditionnelle attaquèrent la crédibilité de Pierre, tandis que les défenseurs des animaux de thérapie répondaient avec une virulence égale. Perdus dans le bruit était la simple vérité d'un garçon et de son chien, leur histoire tordue pour servir divers agendas. Le scandale hospitalier s'approfondit lorsque des documents internes fuitèrent, montrant un effort systématique pour discréditer les thérapies alternatives. Ces révélations suggéraient que le cas de Théo était devenu un champ de bataille dans une guerre plus large entre les établissements médicaux traditionnels et les méthodes de traitement émergentes. Les officiels du gouvernement local, pris entre l'indignation publique
et la pression institutionnelle, adoptèrent une politique d'action retardée. Leur réticence à prendre position prolongea efficacement la détention de Léo et la souffrance de Théo. Chaque jour apportait de nouveaux obstacles bureaucratiques et des exigences. Dr Arnaud fit face à des représailles professionnelles pour son soutien continu. Son financement de recherche fut remis en question, ses engagements de conférences annulés, et sa position à l'hôpital fut mise sous examen. Le message était clair. Soutenir Pierre et Théo entraînait des conséquences professionnelles. D'autres familles, avec des animaux de thérapie, commencèrent à faire face à un examen accru et à des réglementations. Les compagnies d'assurance saisirent l'opportunité pour réviser la couverture des thérapies assistées par les animaux. Les effets en cascade des actions de Catherine menaçaient de perturber les programmes de traitement à travers la région. La situation atteignit un point critique lorsque Théo fut hospitalisé pour une détresse émotionnelle sévère. Son état physique s'était détérioré au point où une intervention immédiate était nécessaire. Cette crise mit en lumière le coût humain réel de la bataille politique et institutionnelle qui se déroulait autour d'eux. La vérité émergea d'une source inattendue. Anne Lebrun, la fille adolescente de Catherine, se présenta avec une série de conversations enregistrées entre sa mère et les membres du conseil de l'hôpital. Ces enregistrements révélèrent une conspiration calculée pour discréditer le travail de plaidoyer de Pierre en ciblant Léo, voyant le chien de thérapie comme le maillon le plus faible de leur histoire de succès. Les enregistrements exposèrent les véritables motifs de Catherine. Son petit-fils n'avait jamais été attaqué. En fait, il n'avait même pas visité pendant l'incident présumé. La plainte faisait partie d'une stratégie plus large, orchestrée par les administrateurs de l'hôpital désespérés, de supprimer les preuves de leur malversation. La coopération de Catherine avait été achetée avec des promesses d'un poste prestigieux au conseil de l'hôpital. Des preuves plus accablantes apparurent lorsque Anne fournit des courriels montrant comment sa mère avait coordonné avec les avocats de l'hôpital pour programmer la plainte parfaitement avec la présentation de recherche de Dr Arnaud. L'objectif était de créer un doute sur l'efficacité de la thérapie animale, juste au moment où l'étude gagnait une attention nationale. La décision d'Anne d'exposer sa mère vint après avoir été témoin de la détérioration de Théo. Malgré son éducation privilégiée et protégée, elle ne pouvait supporter de voir un enfant souffrir pour l'ambition de sa mère. Son témoignage, livré avec une détermination tranquille, portait le poids d'un sacrifice personnel et d'une conviction morale. L'ampleur de la conspiration stupéfia même ses enquêteurs. Les administrateurs de l'hôpital n'avaient pas seulement orchestré le retrait de Léo, mais avaient aussi manipulé la couverture médiatique locale et fait pression sur les professionnels médicaux pour retirer leur soutien. La campagne contre Pierre et Théo n'était qu'une partie d'un schéma plus large de corruption institutionnelle. Le rôle de Claire prit un nouveau contexte à travers les révélations d'Anne. Les administrateurs de l'hôpital l'avaient contacté en Suisse, suggérant que son retour pourrait aider à gérer la situation. Sa décision de soutenir plutôt Pierre et Théo, une fois sa manipulation devenue claire, avait aidé à faire basculer la balance en leur faveur. Les officiels locaux, impliqués dans la dissimulation par des contributions de campagne et des faveurs, furent confrontés à une pression croissante pour expliquer leur réponse rapide à la plainte de Catherine, tout en ignorant les preuves de ces fausses déclarations. Leur implication suggérait que la corruption s'étendait au-delà de l'hôpital, jusqu'au gouvernement municipal. Les relevés téléphoniques révélèrent des contacts réguliers entre Catherine et Dr Moreau, le médecin responsable de la blessure initiale de Théo. Leur conversation culminait pendant les moments clés de l'enquête de Pierre, suggérant un effort coordonné pour protéger à la fois la réputation de l'hôpital et leur propre carrière. La vérité sur les complications de la naissance de Théo émergea également. Dr Moreau avait délibérément retardé des interventions critiques, suivant des protocoles hospitaliers conçus pour minimiser les procédures coûteuses. Ce schéma de priorisation du profit sur les soins aux patients avait affecté d'innombrables familles au-delà des Dubois. Le courage d'Anne à se manifester inspira d'autres. Le personnel de l'hôpital commença à partager des histoires d'incidents similaires,
décrivant une culture d'intimidation et de dissimulation. La conspiration autour de Léo avait involontairement exposé un système beaucoup plus large de corruption institutionnelle. Le mouvement pour libérer Léo gagna un élan imparable après les révélations d'Anne. Un juge fédéral, citant des preuves écrasantes de corruption, ordonna la libération immédiate de Léo et lança une enquête sur la gestion de l'affaire par la ville. La réunion entre Théo et Léo, capturée par des dizaines de caméras, devint un symbole de la justice, triomphant du pouvoir institutionnel. La réforme hospitalière commença rapidement et de manière spectaculaire. L'ensemble du conseil fut suspendu en attendant l'enquête, et un comité indépendant fut nommé pour superviser les opérations. Dr Moreau fit face à des accusations criminelles, ainsi que plusieurs administrateurs impliqués dans la dissimulation. Leurs arrestations marquèrent le début d'un nettoyage plus large dans la communauté médicale. La chute de Catherine Lebrun fut spectaculaire et complète. Sa démission de toutes les positions communautaires fut suivie de poursuites pénales pour parjure et conspiration. La voir menée hors de chez elle menottée fit les gros titres nationaux, un rappel frappant que le privilège ne pouvait protéger contre la justice éternellement. Le programme de chiens de thérapie fut non seulement rétabli, mais élargi. L'hôpital, sous une nouvelle direction, établit un centre complet de thérapie assisté par les animaux, avec l'étude de cas de Théo et Léo comme document fondateur. Dr Arnaud fut nommé directeur, ses recherches recevant enfin la reconnaissance qu'elles méritaient. Le gouvernement local subit des changements significatifs. Plusieurs officiels démissionnèrent, alors que leurs liens avec le scandale hospitalier furent révélés. De nouvelles politiques furent mises en œuvre, exigeant la transparence dans les décisions du conseil médical et protégeant les lanceurs d'alerte qui exposaient les méfaits institutionnels. Les compagnies d'assurance, confrontées à la pression publique et à un examen juridique, révisèrent leurs politiques pour couvrir la thérapie assistée par les animaux. Les changements établirent un précédent national, rendant ces traitements plus accessibles aux familles qui ne pouvaient auparavant pas se les permettre. L'impact se propagea à travers l'industrie des soins de santé. La rédemption de Claire vint à travers son travail acharné pour exposer la corruption. Son expertise médicale s'avéra cruciale pour traduire des preuves complexes pour le public et le système juridique. Bien que sa relation avec Pierre restât compliquée, son dévouement à la cause de Théo et Léo était indéniable. Anne Lebrun, malgré l'ostracisme de son cercle social, trouva un soutien inattendu de la communauté qu'elle avait aidé à sauver. Son courage à s'opposer à sa propre mère inspira un mouvement de plaidoyer jeunesse axé sur l'éthique médicale et les droits des patients. Le système juridique, stimulé par l'indignation publique, agit avec une rapidité sans précédent. Des règlements furent offerts aux familles affectées par les malversations de l'hôpital, avec des dispositions pour des soins et une thérapie continue. L'affaire établit de nouveaux précédents pour la responsabilité médicale et le plaidoyer des patients. Pierre se retrouva au centre d'une communauté médicale réformée, son combat pour Théo ayant catalysé des changements nécessaires dans la prestation et la supervision des soins de santé. La victoire ne concernait pas seulement le retour de Léo. Elle représentait un changement fondamental dans la manière dont les institutions médicales abordaient les soins aux patients et les thérapies alternatives. L'établissement du Centre Dubois pour la thérapie intégrée marqua un nouveau départ. Situé sur l'ancien domaine Lebrun, que la ville avait acquis par confiscation civile, le centre devint un phare d'espoir pour les familles confrontées à des défis similaires. Ces programmes innovants combinaient le traitement médical traditionnel avec la thérapie assistée par les animaux, créant un modèle qui serait reproduit à l'échelle nationale. La récupération de Théo s'accéléra avec le retour de Léo, mais maintenant leur voyage aidait à éclairer la voie pour d'autres. Les premiers patients du centre incluaient des enfants de famille qui avaient été réduites au silence par l'administration précédente de l'hôpital. Chaque histoire de succès ajoutait aux preuves croissantes, soutenant les approches de thérapie intégrée. Claire trouva sa rédemption à travers son dévouement à la mission du centre. Son expertise en psychologie infantile, combinée à son expérience personnelle,
en fit une avocate inestimable pour les familles naviguant des défis similaires. Bien qu'elle et Pierre ne se réconciliassent jamais romantiquement, ils forgèrent un nouveau type de partenariat axé sur le bien-être de leur fils et l'aide aux autres. Le département de recherche du centre, dirigé par le docteur Arnaud, devint une autorité de premier plan en médecine de réhabilitation. Leurs études fournirent une validation scientifique pour les traitements combinant la thérapie traditionnelle avec l'assistance animale. Le cas de Théo et Léo, méticuleusement documenté dès le début, devint une lecture obligatoire dans les écoles de médecine. Anne Lebrun transforma son expérience en action positive, établissant un programme de plaidoyer jeunesse au centre. Son travail avec les jeunes affectés par des traumatismes médicaux aida à créer une nouvelle génération de défenseurs des soins de santé. La trahison de sa mère avait déclenché un appel inattendu. Pierre se retrouva à la tête d'un mouvement plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Le succès du centre attira l'attention des institutions médicales du monde entier, cherchant à répliquer son approche intégrée. Son combat pour Théo avait évolué en une mission pour transformer la prestation des soins de santé pour tous les enfants handicapés. Le Centre du Bois pionna de nouveaux protocoles de traitement qui mettaient l'accent sur les bénéfices émotionnels et physiques des liens humain-animal. Leurs taux de succès attirèrent l'attention des compagnies d'assurance et des conseils médicaux, menant à une acceptation plus large des méthodes de thérapie alternatives. Le soutien communautaire resta fort, avec les entreprises locales et les résidents contribuant régulièrement au fonds de bourse du centre. Cela garantissait qu'aucune famille ne serait refusée en raison de contraintes financières. Un contrepoint direct aux politiques axées sur le profit qu'ils avaient combattu. L'impact du centre s'étendit au-delà du traitement médical. Il devint un centre communautaire où les familles pouvaient trouver du soutien, de la compréhension et de l'espoir. Des événements réguliers rassemblaient de patients, professionnels médicaux et animaux de thérapie, créant un environnement de guérison et de connexion. La transformation du domaine Lebrun, d'un symbole de corruption à un lieu de guérison, semblait parfaitement encapsuler leur voyage. Là où autrefois privilèges et pouvoir avaient conspiré contre eux, se dressait maintenant un témoignage du triomphe de la compassion et de la persévérance. Le 6e anniversaire de Théo, la foule rassemblée au centre du Bois fut témoin d'un moment qui incarnait tout ce pourquoi ils avaient lutté. Avec Léo fidèlement à ses côtés, Théo fit ses premiers pas indépendants à travers le hall principal du centre. Le moment, capturé par d'innombrables téléphones et caméras professionnelles, devint un symbole d'espoir pour les familles du monde entier. La voix de Pierre trembla alors qu'il s'adressait à l'audience, partageant comment une décision désespérée d'adopter un chien de refuge avait déclenché une révolution dans les soins médicaux. Il parle de moments sombres, où tout semblait perdu, de trahison et de victoire, et de la loyauté indéfectible d'un petit terrier qui avait changé d'innombrables vies. Claire, debout à leur côté, parla de rédemption et de seconde chance. Son parcours de l'abandon au plaidoyer lui avait appris que la guérison vient sous de nombreuses formes. Son travail avec les familles au centre l'aida à trouver le pardon, tant des autres que d'elle-même. Parmi les invités se trouvait une fragile Catherine Lebrun, libérée brièvement de sa détention pour assister à la cérémonie. Sa présence, demandée par Anne, servit de rappel puissant de tout ce qu'ils avaient accompli. Le contraste entre son ancien pouvoir et sa situation actuelle souligna le triomphe de la vérité sur la corruption. Dr Arnaud présenta de nouvelles recherches, montrant comment l'approche intégrée du centre avait révolutionné la médecine de réhabilitation. Des cas similaires à celui de Théo voyaient maintenant des taux de succès sans précédent, validant leur combat pour les méthodes de thérapie alternatives. L'establishment médical qui s'était autrefois opposé à eux cherchait maintenant leur expertise. Théo, s'exprimant maintenant clairement et avec confiance, partagea sa propre histoire. Il parle de son meilleur ami Léo, de ne jamais abandonner l'espoir, et de son rêve de devenir médecin comme son père. Ces mots, simples mais profonds, émurent beaucoup dans l'audience jusqu'aux larmes. La cérémonie inclut l'annonce d'une initiative nationale pour établir des centres similaires à travers le pays.
Ce qui avait commencé comme le combat d'une famille pour la justice avait grandi en un mouvement transformant les soins médicaux pour les enfants handicapés. Chaque nouveau centre porterait les leçons apprises du voyage de Théo et Léo. Les officiels locaux, beaucoup élus sur des plateformes de réforme médicale suite au scandale, promirent un soutien continu à la mission du centre. Leur présence marqua un renversement complet de la corruption qui avait presque détruit les chances de récupération de Théo. L'événement se conclut avec une démonstration du programme de chiens de thérapie du centre, maintenant le plus grand du pays. Des dizaines de chiens et leurs jeunes patients montrèrent comment le lien humain-animal pouvait surmonter des obstacles apparemment impossibles. Chaque histoire de succès portait des échos d'où tout avait commencé, avec un petit garçon et son terrier dévoué. La journée se termina par un moment tranquille, entre Théo et Léo, loin des caméras et des foules. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur endroit préféré, près du jardin du centre, leur lien rappela à tous que parfois les plus grands miracles viennent des actes d'amour les plus simples. Leur histoire était devenue une légende, mais leur amitié restait aussi pure et puissante que jamais. Lorsque j'ai plongé dans cette histoire bouleversante de Pierre Dubois, de Claire, de leur fils Théo et du fidèle Léo, j'ai été immédiatement saisi par une vague d'émotions contradictoires. L'admiration pour la résilience humaine, la colère face à l'injustice et une profonde empathie pour un père prêt à tout pour son enfant. Ce récit, qui commence dans le désespoir d'un couloir d'hôpital stérile et se termine par un triomphe inattendu, n'est pas seulement une chronique de lutte contre la corruption ou de l'amour entre un garçon et son chien. C'est une méditation sur ce qui donne un sens à nos vies, même dans les moments les plus sombres. Pierre, chirurgien talentueux devenu un paria dans son propre monde, incarne une vérité universelle. La force ne réside pas dans les titres ou les privilèges, mais dans la capacité à se relever lorsque tout semble perdu. Sa décision d'adopter Léo, un petit terrier au passé brisé, pourrait sembler anodine au premier abord, mais elle révèle une intuition profonde. Parfois, les solutions les plus simples, un lien sincère, un amour désintéressé, peuvent guérir là où la science et la bureaucratie échouent. Ce choix m'a fait réfléchir à ma propre vie. Combien de fois ai-je cherché des réponses complexes à mes problèmes, ignorant les petites lueurs d'espoir qui se présentaient sous des formes modestes? L'histoire de Théo, dont les premiers pas à 6 ans symbolisent une victoire sur l'impossible, m'a rappelé que le progrès, même lent, est une célébration en soi. En France, où nous valorisons souvent la beauté de l'effort et la dignité dans l'adversité, ce récit résonne comme une ode à la persévérance, un écho à notre histoire nationale faite de révolution et de reconstruction. Mais au-delà de l'émotion, cette saga m'a confronté à des vérités plus dures. La trahison de Catherine Lebrun, la cupidité de l'hôpital et même le départ initial de Claire soulignent une réalité que nous préférons parfois ignorer. Le monde est imparfait, et ceux en qui nous plaçons notre confiance peuvent nous abandonner. Pourtant, ce n'est pas un appel au cynisme. La bravoure d'Anne Lebrun, qui a dénoncé sa propre mère, et le retour de Claire, cherchant la rédemption, montrent que même dans les ténèbres, il y a des âmes prêtes à choisir la lumière. Cela m'a poussé à me demander, suis-je assez courageux pour défendre ce qui est juste, même au prix de sacrifices personnels? Dans ma vie quotidienne, je me rends compte que je peux appliquer cette leçon en osant dire non aux petites injustices, au travail, dans mes relations, au lieu de me taire par confort. L'histoire m'enseigne aussi l'importance de la communauté. Sans le soutien des familles, des médecins comme Dr Arnaud ou des avocats comme Julie Armand, Pierre aurait pu succomber. En France, où l'idée de solidarité est ancrée dans notre culture, cela me rappelle que je ne suis jamais seul face à mes combats, et que tendre la main, ou accepter une main tendue, est un acte de force, pas de faiblesse. Un autre aspect qui m'a marqué est la relation entre Théo et Léo. Ce lien pur, dénué de mots mais riche de sens, m'a fait réfléchir à la puissance des connexions silencieuses dans nos vies. Combien de fois ai-je sous-estimé l'impact d'un geste, d'un regard ou d'une présence? Léo n'a pas guéri Théo avec des discours savants, mais avec une constance muette, une fidélité qui défie les explications.
Cela m'inspire à cultiver davantage de patience et de présence dans mes rapports avec ceux que j'aime. Peut-être que, comme Pierre, je devrais chercher des Léos dans mon entourage. Ces soutiens discrets qui, sans fanfare, m'aident à avancer. Cette histoire m'a aussi appris à ne pas juger trop vite. Claire, qui semblait avoir fui, est revenue pour se battre, prouvant que les gens peuvent changer. Dans ma vie, cela m'encourage à donner une seconde chance, à écouter avant de condamner, une valeur chère à notre culture française, où l'on aime débattre, mais aussi pardonner. Enfin, le triomphe du centre du bois m'a rempli d'un espoir prudent. Il montre que les batailles individuelles peuvent transformer des systèmes entiers, une idée qui résonne avec notre goût pour les grandes causes collectives. Pour moi, cela signifie que mes petites actions, un mot gentil, un engagement local, peuvent avoir un écho plus large. Cette leçon, je la porte désormais comme un guide. Persévérer, croire en l'inattendu et ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'amour et de la solidarité. Cette histoire n'est pas qu'un conte. C'est un miroir qui nous renvoie nos propres forces et fragilités, nous invitant à être des Pierre, des Théo, des Léo dans nos propres vies. Quel parcours émouvant de courage et d'espoir. Si cette histoire vous a inspiré, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Votre voix compte. Ensemble, faisons vivre ces récits qui changent le monde.